Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo sur le pion empoisonné. Commençons par une petite définition. Qu'est-ce qu'un pion empoisonné? C'est tout simplement un pion dont la capture va coûter plusieurs tempi de développement au camp qui le prend. Donc ça amène à des jolis combats très riches et très intéressants entre un camp qui aura un avantage éphémère par nature, l'avantage de développement, et l'autre camp qui aura un avantage durable par nature, l'avantage matériel. Donc pour bien comprendre ce thème qui est crucial dans toutes les ouvertures, on va voir trois parties classiques et la première d'entre elles, une vieille partie jouée entre Aaron Nimzowitsch avec les blancs et Semyon Alapine avec les noirs. Nimzo commence par E4, son adversaire répond E6, la défense française, et après D4, D5, cavalier C3, cavalier F6, E prend D5, un coup qui en soi n'est pas le meilleur parce que ça permet la capture naturelle, E prend D5 qui égalise au centre. Maintenant la structure de pion est symétrique et les blancs n'ont plus d'avantage structurel. Donc ça c'est considéré comme égalisant pour les noirs. Mais Nimzowitsch a joué ce coup parce qu'il savait que son adversaire avait un petit système ici et Nimzowitsch a compris que ce petit système d'Alapine était douteux. C'est le coup cavalier prend D5. Alors à première vue c'est très bizarre de laisser au blanc le pion vraiment central sur le carré magique en D4 et de rester avec ce pion E6 qui est moins fort que le pion D4 et qui en plus bloque le fou. Mais Alapine avait son idée, c'était de jouer C5 ensuite assez rapidement pour échanger le pion central des blancs contre un pion latéral et en fait rester avec un pion central contre 0 pour les blancs. Mais Nimzowitsch avait compris que ça n'allait pas. Donc il a joué cavalier F3 et sur C5, maintenant que C5 est joué, il a pris en D5 et là la capture reprend D5 n'est pas satisfaisante parce que tôt ou tard les blancs vont échanger leur pion D4 contre le pion C des noirs maintenant et ça va créer le pion D isolé. Et donc en anticipant la création de ce pion D isolé, les blancs commencent par échanger des pièces mineures. Pourquoi c'est bien d'échanger des pièces mineures? Parce que ça fera moins de pièces pour les noirs pour aller sur les cases E4 et C4 contrôlées par le pion. Et aussi, ça sera moins grave que les blancs ne peuvent plus accéder à ces cases parce que de toute manière, il n'y aura plus de pièces mineures pour y aller. Et en revanche, quand on garde les pièces lourdes, les tours et les dames, on pourra attaquer très facilement en doublant, voire en triplant sur la colonne D pour attaquer le pion isolé. Donc ici, par exemple, j'ai mis fou prend D7, cavalier prend D7, petit roc, on attend que le fou se développe pour prendre un C5 maintenant, et du coup fou prend C5 est beaucoup moins attrayant à cause de tour à échec. Donc cavalier prend C5 serait forcé ici, et maintenant fou E3, et voilà, c'est une position typique où les noirs ont la faiblesse en D5, et plus assez de pièces mineures pour que ça procure un réel avantage, ce pion central. C'est toujours à la fois un avantage et un désavantage, mais là c'est plus un désavantage à cause des échanges de pièces mineures qui ont eu lieu. Donc à la place de ça, sur cavalier prend D5, Alapine a joué dame prend D5, mais ça aussi a un coup, c'est que cette dame est mal placée, comme on va le voir bientôt. Donc là, Nimzowitsch a joué fou E3 qui instaure la menace de prend C5, gagnant un pion, tout simplement. Par exemple, cavalier C6, D prend C5, et malheureusement pour les noirs, ils ne peuvent pas reprendre fou prend C5 parce que dame prend D5 gagne même une pièce, après E prend D5, fou prend C5. Donc après fou 3, il faut réagir à la menace des prend C5, ce qu'a fait Alapine en jouant ses prend D4, mais donc cavalier prend D4, et la nouvelle menace, nouveau problème pour les noirs, c'est le coup cavalier B5, qui a pas l'air comme ça, mais en fait ça peut être très grave très vite. Par exemple sur fou E7, cavalier B5, ça menace cavalier C7, échec, bon, triple fourchette, mais même en cas d'échange de dames ou si le cavalier C7 ne vient pas en faisant échec, ça gagnerait quand même la tour qui est enfermée. Et l'autre problème pour les noirs, c'est qu'il y a une autre menace, c'est par exemple sur dame C6, on met l'autre menace exécution, c'était cavalier prend A7. Un peu bizarre d'aller chercher ce pion, mais là c'est pas un pion du tout qui est empoisonné, parce qu'au prochain coup on pourra jouer des coups comme cavalier prend C8, et même, voire surtout, du fou B5. Donc là il faut vraiment se méfier pour les noirs. Les blancs, enfin, d'ailleurs peut-être qu'il n'y a plus besoin de se méfier de quoi que ce soit. Les noirs sont perdus, il y a un pion de moins, et l'attaque est dans les mains des blancs. Donc après qu'elle prend D4, Alapine a dû perdre un tempo en jouant à 6.
et Nimzowitsch en profite pour jouer fou E2, avec l'idée évidente d'aller en F3. Le petit désavantage, c'est que ça sacrifie le pion G2. Et donc c'est un exemple typique de pion empoisonné. Les noirs doivent se demander, est-ce que ça vaut vraiment le coup, dans une position où on a déjà un désavantage de développement, d'aller chercher un pion avec la dame, quitte à devoir perdre encore plusieurs tempi de développement. Parce que quand on prend, c'est un coup passé à ne pas développer, mais la dame va encore se faire à nouveau attaquer, elle va devoir rejouer plusieurs fois, donc ça sera autant de coups qui ne seront pas utilisés pour le développement des pièces et la mise en sécurité du roi. Donc, bon, je pense que vous avez compris, la réponse est qu'il ne fallait pas prendre, mais c'est ce qu'a fait Alapine, donc on va voir comment Nimzowitsch a ensuite puni la gourmandise de son adversaire. Ici, le moindre mal, c'est d'essayer quelque chose comme fou E7. Bon, on peut faire juste roc, roc, et un coup comme fou F3, ou C4 par exemple. On voit que la dame est mal placée, et c'est une position où les blancs ont un avantage confortable, mais tout reste à faire. Alors que après dame prend G2, bon, certes les noirs ont au moins l'avantage matériel, mais la dame est trop mal placée, fou F3 d'abord. Donc sur un coup comme dame H3, sûrement que Nimzowitsch j'aurais joué dame E2, un grand roc, peut-être tour E1, et on voit que toutes les pièces blanches sont hyper actives. Bon, la tour peut aussi aller en G1 évidemment, surtout pour empêcher le développement du fou. Mais Alapine a joué dame G6, ici non pas dame E2 qui était quand même un bon coup, mais dame D2. Et donc là, il fallait encore essayer de se développer, même si c'est trop tard. Alapine a joué E5, donc qui en soi est un coup de développement, parce que ça aide à sortir les pièces, notamment le fou C8 qui était un peu enfermé. Mais c'est trop lent. On ne peut pas se permettre de jouer encore un pion, alors qu'on a toutes les pièces à la maison. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de bon coup. La position est déjà perdante. Par exemple, sur un coup comme fou C5, on peut se dire, déjà, je prépare le roc, et puis en plus, je vais pouvoir échanger des pièces. Parce que maintenant que j'ai l'avantage matériel et que je me fais attaquer, je vais essayer d'échanger des pièces. Là, il y a deux coups gagnants. Le plus simple, si on le voit, c'est le coup caché cavalier C6, qui menace dame D8 échec et mat. Donc cavalier prend C6 est forcé, mais maintenant fou prend C5. Le fou de case noire empêche le roc, et le roi noir va rester au centre, et a priori il ne va pas rester longtemps parce qu'il va mourir assez rapidement. Donc sur fou C5, il y avait un autre bon coup. Si jamais on ne voit pas cavalier C6, c'était tout simplement deux roquets, et en cas de petit roc, j'ai mis une petite variante qui est marrante. Tour H-G1, attaque la dame, sur dame F6, fou H6, profite du clouage, et sur fou prend D4, on a une petite combinaison gagnante, fou prend G7, fou prend B2, échec, roi B1, et ici les noirs peuvent essayer dame prend G7, en se disant que sur tour prend G7, fou prend G7, ils ont quand même beaucoup de matériel pour la dame, donc ça irait pour les noirs, mais la dame est clouée, donc il n'y a aucune raison de se précipiter pour la manger. Et donc à la place de tour prend G7, les blancs jouent C3, très joli petit coup, qui met fin à la partie, parce que sur fou prend C3, on peut tout simplement faire dame prend C3, la dame est toujours clouée, on la prendra au prochain coup, maintenant qu'on a capturé le fou en plus. Bref, tout ça pour dire que dans cette position, il n'y avait plus de bons coups, mais E5, par principe, ne jouez pas encore un pion quand vous êtes avec un tel retard de développement. Il faut absolument essayer de sortir les pièces et de mettre le roi sur une case où il sera un peu à l'abri. Mais E5, c'est quand même un coup intéressant. Parce que il faut bien comprendre que l'avantage de développement est un avantage éphémère. Si on joue des coups tranquilles, les noirs vont réussir à se développer et on n'aura plus d'avantage. En revanche, ils auront, eux, encore leur avantage durable matériel. Donc si on joue cavalier E2, par exemple, ça c'est une gaffe, non seulement tactique, mais aussi positionnelle. C'est un coup qui doit même pas vous venir à l'esprit. Si c'est vraiment, vous êtes forcé de jouer un coup de recul, alors que vous avez une telle avance de développement, c'est quelque chose qui ne va pas dans la position. Alors ici, les noirs pourraient déjà se développer par des coups simples comme cavalier C6, mais le mieux, c'est de jouer dame D6, propose d'échanger dame, et là,
En cas d'échange des dames, l'avantage de développement n'a plus aucun sens parce qu'il n'y aura plus d'attaque de mat pour en tirer profit. Donc il faut essayer fou D5, mais maintenant cavalier C6, un grand roc fou E6. Les noirs vont échanger des pièces, ils vont faire grand roc au prochain coup pour mettre leur roi à l'abri, et ils ont toujours l'avantage matériel d'un pion. Donc ça, un coup comme cavalier E2, vraiment c'est à bannir. Il faut absolument chercher des moyens brutaux de faire parler notre avantage énorme de développement et de profiter du roi noir qui est au centre. Et donc Nimzowitsch a joué un très joli coup, grand roc, sacrifie le cavalier D4. Et maintenant, c'est trop tard, que les noirs prennent ou pas le cavalier, la position est perdante. Donc ils ont décidé de mourir le ventre plein en le prenant, mais par exemple sur un coup comme fou E7, on pouvait jouer tour D1, dame D6, j'ai mis une petite variante, dame C3, menace le fou C8 et décloue le cavalier qui maintenant pourra bondir sans que les dames s'échangent. Et ici sur dame C5, cavalier F5, menace cavalier prend G7, sur dame prend C3, cavalier prend G7, roi F8, B prend C3, ça c'était la meilleure variante d'après l'ordi. Mais les blancs restent totalement gagnants dans cette finale où maintenant il y a égalité matérielle, mais toujours une énorme avance de développement et des attaques de maths possibles. X6 par exemple, c'est une énorme menace. Bref, Alapine n'était pas un ordinateur, mais par principe, vous pouvez aussi la reconnaître la bonne idée derrière un simple coup de développement plutôt qu'un coup gourmand où maintenant certes on a une pièce de plus, mais alors il n'y a pas un monde où on résiste à une attaque avec un roi au centre contre 2 tours, une dame et 2 fous dans une position aussi ouverte. S'il y avait des pions encore en E6, E3 chacun, bon, la position serait plus fermée. Peut-être que les noirs pourraient résister à une telle avance de développement, mais pas dans une position aussi ouverte. Sur un coup comme fou E7, on peut jouer tour G1, très grave, mais on peut aussi tout simplement jouer tour E1 pour empêcher le roc, parce que maintenant on pourrait prendre, le matériel est maintenant égal, mais l'avance de développement est toujours présente, et les blancs seraient totalement gagnants. Alapine a joué à la place cavalier C6, qui a autorisé une magnifique combinaison finale, fou F6, premier petit coup. Alors c'était pas le seul gain, mais c'était vraiment le plus efficace et le plus joli aussi. Alors juste pour montrer un autre gain beaucoup plus simple que Nimzowitsch avait sans doute vu, mais il voulait pas seulement gagner, mais gagner de la plus belle des manières. Donc un autre gain plus prosaïque, c'était fou prend C6. Et sur un coup comme dame prend C6 ou sur B prend C6 d'ailleurs, on peut faire fou prend G7, attaque la tour, menace mat. Et donc les noirs vont devoir jouer un coup comme fou E6 et après fou prend H8. Ils ont évidemment pas assez de compensation pour maintenant l'avantage matériel qui est dans les mains des blancs. Donc pas le prosaïque fou prend C6, mais le magnifique fou F6. Maintenant, sur un coup comme fou E6, on a un joli mat grâce au coup fou F6. Alors on va évidemment voir ce qui se passe en cas de capture, mais c'est la partie, donc je montre d'abord les variantes qui n'ont pas eu lieu. Fou E6, là c'est mat forcé en 3 coups. On fait d'abord fou prend C6 pour échanger un premier défenseur de la case D8. Et après B prend C6, un mat qui rappelle celui de la partie de l'opéra. Dame D8, tour prend D8 et tour prend D8, échec et mat. Premier joli tableau de mat. C'est pas le dernier. Il y a eu dame prend F6 dans la partie. Maintenant, tour E1, échec. Et sur fou E7, fou prend C6 maintenant. Donc sur dame prend C6 ou B prend C6, c'est mat en 1 par dame D8. Profite du clouage du fou E7. Donc il a joué roi F8. Notre ami Alapine. Et sacrifice de dame. Dame D8 maintenant. Fou prend D8. Tour E8. Là aussi, ça rappelle un peu la partie de l'opéra et c'est une magnifique démonstration de comment punir la gourmandise de son adversaire qui a pris le pion empoisonné en G2.
on va avoir une nouvelle partie entre Walter Brown, un grand maître américain, et Miguel Quinteros, sur une sicilienne cette fois. E4, C5, L3, D6, Fou B5, échec. Donc la variante la plus jouée après la sicilienne ouverte, D4, Fou D7, échange des fous de case blanche, et C4 instaure les taux de Maroczy maintenant que les fous de case blanche ont été échangés. Après tout, c'est le mauvais fou des blancs. Donc les blancs sont contents d'avoir cet étau de Maroczy après avoir échangé les fous de case blanche. Mais ici, il y a déjà une petite combinaison qui est possible. Alors, il se trouve que c'est pas une bonne combinaison, mais il y a une combinaison. Pour ça, il faut regarder, pour la trouver, il faut regarder les pions en l'air, ceux qui ne sont pas protégés. Et donc, il y en a deux, le pion 4, le pion G2. On peut les attaquer les deux par le coup Dame G4, qui donc gagne un pion. Mais, la question est de savoir quelle est la dose de poison que contient ce pion, et est-ce que les noirs vont pouvoir survivre à sa digestion. Bon, la réponse est qu'il valait mieux ne pas jouer Dame G4, donc beaucoup de coups étaient possibles à la place, G6, cavalier F6, cavalier C6, E6, E5 même, mais pas Dame G4, ça vaut pas le coup. Alors ici on peut sacrifier les deux pions, mais le mieux c'est de mettre son roi à l'abri, parce que ça prépare aussi les coups de tour 1, vu que la colonne E va s'ouvrir, par Dame prend E4 qui est forcé maintenant, parce que sinon à quoi bon avoir joué Dame G4. Et donc mon Grisou qui avait déjà dit que une petite maxime qui vaut ce qu'elle vaut, mais qu'on n'a jamais assez de compensation pour un pion central. Bon, il y a une part de sagesse dans ce que dit Grisou de manière générale, et dans ce que dit Grisou dans ce cas précis, mais ça ne s'applique pas non plus à 100% des positions. Là, c'est une position typique et maintenant considérée comme gagnante pour les blancs d'un point de vue théorique, alors qu'ils ont sacrifié un pion central. Mais c'est vrai que de manière générale, les pions empoisonnés, c'est plus souvent les pions B2 ou G2, comme on a vu le pion G2 et comme on va voir le pion B2, plutôt qu'un pion central, parce que les pions centraux contrôlent des cases tellement importantes que c'est plus rare d'avoir les compensations suffisantes en échange de leurs pertes. Donc ici, plusieurs bons coups, tour 1, cavalier C3, ça s'envisage, mais D4, c'est dans l'esprit, il faut ouvrir la position pour faire parler notre avantage de développement. Sur C prend D4, qui est le coup de la partie, on aurait pu faire cavalier prend D4 tout simplement, c'est excellent. Le coup de tour 1 joué par Mr. Brown est tout aussi excellent. Là, il y a eu Dame C6 qui attaque le pion C4, et évidemment, on perd pas de temps à le défendre. On joue cavalier prend D4, on sacrifie le deuxième pion qui est tout aussi empoisonné que le premier. Bon, je sais pas si l'adversaire Miguel Quinteros avait quelques envies suicidaires ce jour-là, mais en tout cas, il a pris ce deuxième pion. Là, c'est vraiment un suicide échiquier. Il fallait absolument essayer Dame D7 et tant bien que mal se développer avec certes seulement un pion de plus, mais c'était le moindre mal. La Dame prend C4. Maintenant, l'avantage matériel des noirs est gagnant. Deux pions centraux a fortiori, c'est un avantage matériel évidemment gagnant, mais on ne peut pas jouer comme ça avec que la dame de sortie dans une position aussi ouverte. Donc là, jeu très simple de la part des blancs, cavalier A3, coup de développement qui gagne un tempo. Dame C8, fou F4, on sort le fou en menaçant des coups comme fou prend D6, et aussi on prépare tour 5 qui va gagner un autre temps sur la dame. Et donc les noirs là ont joué Dame D7, donc encore un coup de dame. Ils ont joué Dame G4, Dame prend E4, Dame C6, Dame prend C4, Dame C8, Dame D7. Bon, c'est beaucoup trop pour ne pas être totalement perdant. On voit que toutes les autres pièces sont sur leur case de départ. Ils sont encore à 1000 coups de pouvoir roquer. C'est foutu de chez foutu. Cela dit, Dame D7, c'était peut-être le meilleur coup. En tout cas, c'est le coup que joue l'ordinateur. C'est pour dire à quel point la position était déjà désespérée. Sur un coup comme E6, ou d'ailleurs sur E5, les blancs pouvaient jouer cavalier B5. Ils vont faire ensuite du tour C1, etc. La dame va devoir rejouer de toutes les manières. E5 ne menace rien vu que le pion est cloué. Donc ça n'allait pas. Donc pourquoi pas tenter Dame D7, même si c'est vraiment
une position qui s'amène une position caricaturale où toutes les pièces noires sont à la maison pendant que les blancs ont les pièces idéalement placées. Donc cavalier B5 renouvelle la menace de capture en D6. Il faut jouer le pion E. E6 est envisageable, mais sans surprise, dans une telle position, des sacrifices marchent. Donc ici, le gain le plus brutal était cavalier prend E6, sacrifice de pièces. Sur F prend E6, tour prend E6, échec. Sur Dame prend E6, petite fourchette qui met fin à la partie. Et sur Roi F7, on peut se permettre de sacrifier la tour par cavalier prend D6. Évidemment, fou prend D6, tour prend D6, l'attaque blanche est gagnante. Et sur Roi prend E6, c'est mat forcé. Dame E2, et sur Roi F6, Dame E5 échec, Roi G6, Dame G5, échec et mat. Et sur Roi D5, c'est mat en 1, Dame C4, échec et mat, très joli, échec et mat d'ailleurs. Donc pas E6, mais du coup, que faire? Eh bien, E5, c'est le coup tenté par Miguel Quinteros. Mais ici aussi, sans surprise non plus, les sacrifices marchent. Donc Brown a joué fou prend E5 et sur D prend E5, tour prend E5, échec. C'est foutu. Les noirs ont tenté fou E7. Là, un très joli petit coup pour continuer l'initiative. Maintenant qu'on a sacrifié une pièce, évidemment, on ne peut pas se permettre de jouer des coups tranquilles. Donc Brown a joué tour D5. La tour n'est pas vraiment en prise. Sur Dame prend D5, cavalier C7, échec, fourchette, rappelle la tactique qu'on vient de voir. Les noirs ont tenté Dame C8, maintenant cavalier F5. Les blancs attaquent avec grande force, ils ne laissent pas les noirs respirer. Sur un coup comme cavalier C6, haute fourchette, peu importe quel cavalier on met en premier. Fou prend D6, cavalier prend D6. On gagne la dame à nouveau sur une fourchette royale. Donc après, cavalier F5, il faut jouer le roi, mais alors, roi F8, c'est le coup de la partie, mais cavalier prend E7. Cavalier prend E7 n'est pas possible, parce que tour D8 fait mat. Donc, les noirs ont joué roi prend E7, mais maintenant, tour E5, échec et abandon, parce qu'au prochain coup, les blancs jouent dame D6, échec et mat, ou bientôt mat, en tout cas, bientôt gagne la partie. Donc voilà, une autre démonstration très brutale du pion empoisonné. Avant de voir maintenant un cas où les noirs prennent le pion empoisonné et résistent à l'attaque, arrivent à le digérer, je vous fais un petit rappel que je suis entraîneur, que vous pouvez me contacter pour des cours. Je vous rappelle aussi que j'ai un Tipeee, donc si vous voulez me soutenir, comme déjà plusieurs personnes que je remercie encore et encore, vous pouvez le faire aussi en suivant le lien dans la description. Et donc on va voir troisième partie entre Tinkoff et Bobby Fischer, une des premières parties jouées sur la variante dite du pion empoisonné de la sicilienne Najdorf, qui était donc une spécialité de Bobby Fischer. Pendant des années, cette variante paraissait inenvisageable pour les noirs, mais Bobby Fischer a rappelé, ou plutôt même a expliqué à tout le monde que les échecs étaient un jeu concret, qu'on ne pouvait pas se baser juste sur du visuel, et que les compensations devaient exister non seulement en théorie d'un point de vue visuel, mais aussi en pratique, être basées sur du calcul concret, parce que sinon, c'est tout simplement qu'elles n'existent pas. Donc, la variante du pion empoisonné, c'est sur fou G5, une des lignes critiques de la Najdorf, qui empêche les noirs de jouer avec E5. Donc, ils jouent avec E6, et sur F4, Dame B6 attaque le pion B2, mais les blancs ne perdent pas de temps à le défendre, même si des coups comme cavalier B3 sont possibles, et jouent Dame D2, sacrifiant le pion. Et donc là, le meilleur coup d'un point de vue théorique, c'est le coup joué par Bobby Fischer dans cette partie, c'est Dame prend B2, qui accepte le gambit. En fait, mais pour ça, il faut vraiment être ultra préparé. On peut voir ça un peu comme Rasputin qui, vous savez, il prenait chaque jour quelques doses de cyanure pour habituer son corps au poison, et donc c'est pour ça qu'il avait survécu à une tentative d'empoisonnement.
Là, c'est un peu pareil. Si tous les jours, on révise sa variante du pion empoisonné, bah, le jour J, on peut résister à la capture du pion dit empoisonné. Mais si on n'a pas fait ça, on risque de mourir assez vite. Donc tour B1, Dame A3, et donc ici, il y a deux grands coups théoriques, il y a E5 et F5. Mais E5, c'est le premier coup à regarder, parce que les blancs appliquent en fait toutes les recettes classiques de on ouvre la position pour faire parler l'avantage de développement. Donc D prend E5, F prend E5, le cavalier est attaqué, il doit rejouer, dommage pour les noirs, c'est la seule pièce mineure qu'il avait développée, qui a les D7. Ici, déjà, la gaffe, mais alors c'est le coup le plus naturel du monde, c'est Fou C4. Non, très bizarre que ça soit une gaffe, et en fait, il n'y a pas d'explication abstraite, je peux pas vous dire juste avec des mots pourquoi ce coup est mauvais. Ce coup est mauvais parce que tactiquement, il ne marche pas. Comme on va le voir dans la partie. Donc Fou B4, c'est le coup préparé, la nouveauté théorique préparée par Bobby Fischer. Et on va voir qu'elle repose sur un calcul très minutieux. Donc tour B3, active la tour en gagnant en tempo sur la dame. Donc pour l'instant, les blancs font exactement tout ce qu'il faut. Ils rock maintenant. Donc cette position, visuellement, elle a l'air écrasante pour les blancs. Il n'y a que un pion de moins. Bon, certes, le pion E5 est un peu fébrile, mais pour l'instant, il n'y a que un pion de moins. Toutes les pièces sont développées. Les pièces noires, là, sont en tas à l'aile dame. Pas trop ce qu'elles font. La dame a dû perdre plusieurs temps. Bon, déjà, elle est en B6, elle est en B2 pour prendre le pion. Elle est passée par A3. Maintenant, elle est en A5 sur une case où elle va devoir rejouer encore. La tour blanche en B3 va pouvoir coulisser sur les cases à l'aile roi, F3, G3, H3 au choix. Et le roi noir est bien esselé. Mais concrètement, ça tient. Bon, que voulez-vous? C'était déjà des échecs modernes, alors pourtant c'est une partie des années 50. Donc petit rock de la part des noirs, et ici, on se dit que c'est à ce moment-là que les blancs ont un sacrifice gagnant. Alors des sacrifices, ils en ont, seulement ils sont perdants. Donc Tinguef a joué Calais aussi dans la partie. Il y avait un autre sacrifice très intéressant, qui à première vue paraît très dangereux, c'est le coup Fou F6. On va voir d'ailleurs G prend F6 pair, c'est intéressant et joli. Les blancs font Dame H6. Et sur Dame prend E5, les blancs ont envie de jouer tour G3, voire même d'ailleurs tour H3, mais donc tour G3 échec ou tour H3 pour attaquer. Le problème, c'est que si on joue un coup tranquille comme cavalier E2, les noirs ont F5 et la dame va pouvoir contribuer à la défense. Donc, par là, je veux dire, sur tour G3, on fait juste roi H8 et il n'y a pas le mat en G7. Donc, cavalier E2 ne va pas. Et sur cavalier E4, plus actif, le problème, c'est que les cavaliers sont en prise. On peut jouer dame prend E4, échec. Roi H1, dame prend E4 maintenant. Tour G3, enfin, on a réussi à jouer tour G3, mais les noirs ont une telle avance matérielle qu'ils peuvent se permettre de jouer dame G6. Et quand bien même on prend la dame, il y aura toujours tour et 3 pièces et 2 pions pour la dame. Bref, ça va pas. Donc le gain ici il est très joli, c'est cavalier F5 d'abord. Et seulement, donc menace mat, et seulement si on reprend F5, cavalier E4 maintenant. Comme ça en cas de dame prend E4, et bien tour G3 va faire échec et mat. Alors les noirs peuvent encore essayer de se battre par dame G4, mais c'est pas du tout la même. Tour prend en prise, certes il y a l'avantage matériel maintenant, encore pour les noirs, mais après fou D3, ils se font mater à l'ancienne. Donc, je pense que tout le monde connaît ce match, sur tour E8, on joue pas dame prend H7, on fait fou prend H7, échec. Sur roi H8, on fait fou G6, échec à la découverte. Et sur roi G8, on répète pas les coups, on joue dame H7, roi F8, dame prend F7, échec et mat. Bref, tout ça pour dire que G prend F6 perd sur le coup fou F6 qui est donc intéressant, mais le coup cavalier prend F6 plus modeste est suffisant pour gagner. Les noirs ont toujours un pion de plus. Après on prend F6, les blancs ont l'air d'avoir des compensations, mais il y a tour D8 très désagréable qui cloue le cavalier D4. Et sur ce sacrifice de qualité pour jouer dame G5 ensuite, les noirs peuvent faire G6, ils ont toujours l'avantage matériel. Et, ils auront le coup de dame F8 pour revenir en défense, par exemple sur tour F4.
là les noirs jouent dame F8 et les noirs sont gagnants. Il y a eu quelques parties où les blancs ont essayé ça, mais les noirs sont bien gagnants. Donc le coup fou F6 ne marche pas, mais le coup joué par Tinkoff a l'air écrasant, à première vue, d'un point de vue visuel. On se dit qu'avec prend E6, les blancs sacrifient une pièce qu'il faut prendre, parce que sinon les noirs n'auront même plus d'avantage matériel. Après F prend E6, fou prend E6, échec, force prend H8, tour prend F8, maintenant c'est le coup des blancs. Donc sur cavalier prend F8, fou prend C8, donc les noirs sont obligés de faire fou prend F8. Et on se dit, ben voilà, c'est encore un cas où les blancs attaquent avec force, les noirs ont les pions, ont les pièces sur la case de départ. Bon, ben c'est un grand classique, et puis ben, les blancs vont réussir à faire échec et mat. Après dame F4, qui menace très grave dame F7, dame G8, les noirs ont une idée magnifique qu'il fallait avoir vue depuis le début, sinon ils se font mater. Et les noirs, en faisant cette idée, seront gagnants. Alors c'est pas de faire dame C5 échec pour amener la dame en défense, ça perd. Après roi F1, on va voir pourquoi par roi H1, mais donc roi F1. Et sur cavalier C6 pour amener aussi le cavalier en défense. Ici les blancs gagnent par cavalier E4, attaquent la dame. Et sur dame prend E5, le problème, et c'est pour ça qu'on a joué roi F1, c'est que les noirs peuvent faire dame F7, et sur dame 1 échec, il n'y a pas de mat, comme il y aurait eu sur roi H1. Sur dame 1 échec, on fait juste roi F2, et les noirs vont se faire mater. Alors, la défense, donc c'est une variante qui peut vous sembler un peu bizarre, mais je vous l'ai montré parce que ce que Bobby Fischer a fait, c'est cavalier C6 ici. Donc là, il n'y a pas de cavalier E4 parce que dame 1 échec, suivi de dame F1, dame prend E4, c'est désagréable. Donc dame F7, c'est le coup de la partie. Et seulement maintenant, Fischer a joué dame C5, échec. Donc là, il n'y a plus de différence entre roi H1 ou roi F1. Sur les deux coups, donc roi H1, c'est le coup de la partie. Sur les deux coups, on fait cavalier F6, extraordinaire coup. Il faut parer le mat. Et maintenant que la dame protège le fou F8, on peut se permettre de bouger le cavalier. Avant, il y avait dame prend F8, échec et mat. Donc cavalier F6, par dame G8, mat. Sur E prend F6, on voit aussi que la dame est très bien placée ici. D'abord, on échange les fous, et ensuite, la dame capture le fou sur la 5e rangée qui vient de s'ouvrir à cause de E prend F6. Donc les noirs restent avec une pièce de plus, il n'y a plus d'attaque, c'est gagnant. Dans la partie, les blancs ont joué fou prend C8, mais maintenant cavalier prend E5, attaque la dame. On va prendre en C8 au prochain coup, à part sur dame E6 qui est le coup joué, où là, il n'a même pas pris, Fischer, il a joué cavalier EG4, menace le fameux mat avec cavalier F2 échec, cavalier H3 échec à la découverte, double échec à la découverte, et donc dame G1 mat ou dame F2 mat. Et les blancs ont abandonné dans cette position. C'est eux qui sont matés en fait. Donc voilà, une magnifique partie qui a réhabilité toute la variante dite du pion empoisonné. Donc voilà, si vous êtes bien préparé, on peut se permettre de prendre certains pions empoisonnés, mais de manière générale, je vous déconseille vraiment de pêcher par gourmandise dans l'ouverture. Sortez vos pièces, mettez votre roi à l'abri, et seulement après, on pourra imaginer prendre des pions, sinon c'est vraiment tendre la perche pour se faire battre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like, et je vous dis à très bientôt. Ciao!